Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment rater son CAP AEPE. Alors, pourquoi ce titre? Parce que vous êtes nombreux à avoir échoué le CAP soit en juin, soit en septembre. Vous me contactez pour me demander des conseils, pour me demander de vous aider. Et je m'aperçois en fait que c'est tout le temps les mêmes erreurs, ou plus ou moins les mêmes erreurs qui se répètent. Et ce sont des erreurs pourtant que je redis depuis presque 20 ans à mes candidats, que je dis également sur mes vidéos YouTube. Donc je me suis dit que peut-être en détournant, on va dire, le titre, peut-être que vous allez enfin comprendre, en tout cas certains vont enfin comprendre. Donc on va essayer de voir pourquoi, comment rater son CAP, ou plutôt justement les meilleures solutions pour éviter de rater le CAP AEPE. Donc c'est parti. Alors, première erreur que je peux vous conseiller si vous souhaitez effectivement échouer au CAP, c'est de ne pas connaître votre cours ou alors de mal connaître votre cours. C'est bien évidemment la toute première, on va dire, sanction que vous allez avoir si on vous pose une question et que vous ne savez pas y répondre. Alors, on va déjà essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui peut faire que le candidat ne sait pas répondre, ne connaît pas son cours. Alors, avec, on va dire, l'ensemble des candidats que j'ai au téléphone très régulièrement, je m'aperçois que c'est plus ou moins déjà un problème de support. Soit très souvent, les candidats ont un mauvais support, c'est-à-dire un livre éventuellement qui est peut-être dépassé, ou un livre qui n'est pas à jour. Attention, vous pouvez très bien avoir un livre de 2024, mais qui n'a pas été réactualisé. Vous savez, dans la petite enfance, il y a beaucoup de nouvelles réformes et ainsi de suite, très régulièrement. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, attention, des supports de formation, de centres de formation qui sont beaucoup trop lourds et qui vont également, on va dire, peut-être démoraliser, démotiver certains candidats. Ça peut être aussi des candidats qui ne se basent que sur les réseaux sociaux. Alors là, franchement, l'an dernier, on en a vu. J'avais d'ailleurs alerté la plupart des candidats. Attention aux réseaux sociaux. Ne vous concentrez pas sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup d'erreurs. Alors bien évidemment, attention aux réseaux sociaux que vous allez utiliser, forcément, en fonction de la personne qui les fait, bien évidemment. Mais la plupart des personnes qui font, on va dire, des vidéos sur les réseaux sociaux ou qui postent sur les réseaux sociaux ne sont pas des formateurs. Attention, donc faites attention à ça. Donc voilà, faites bien attention, bien sûr, au support que vous allez utiliser pour pouvoir répondre, forcément, parce que si vous apprenez mal ou quelque chose qui n'est pas vrai ou quelque chose qui est dépassé, là, on ne va pas vous rater. Les examinateurs ne vont pas vous rater. Peut-être également de ne pas savoir répondre ou ne pas connaître son cours. Ça peut être aussi, et je le vois très régulièrement, un problème d'organisation. C'est-à-dire que là, les supports, ils sont bien, voilà. Mais par contre, c'est un manque de travail. Il faut être réaliste. Beaucoup de candidats s'y mettent à partir du mois de mars. Or, mars, c'est beaucoup trop tard. Ils se disent, oh, c'est bon, j'ai le temps, c'est pas grave, j'ai mon petit livre là, voilà, c'est super. Non, attention, plus vous allez apprendre régulièrement, c'est-à-dire à partir du mois de septembre, à partir du mois d'octobre, le plus tôt possible, plus ça va être fluide dans votre tête. Il est conseillé, alors bien évidemment, ce sont des conseils, de travailler 4-6 heures par semaine. Attention, je ne parle pas de par jour, par semaine. 8 heures, c'est voilà, le top du top. Voilà. Mais si vous travaillez 6 heures par semaine, en conciliant votre vie de famille, votre travail, vos stages également, vos loisirs, on ne sacrifie pas ses loisirs, ni sa vie de famille, ni ses enfants pour son CAP. Bien évidemment que ce sont eux les priorités. Pourquoi? Parce que vous devez garder un équilibre, une stabilité. Donc, en fait, il faut être réaliste avec vous. Vous n'allez pas vous surcharger de travail parce que vous savez très bien que vous n'allez pas, on va dire, garder la cadence. Au bout d'un certain moment, vous allez baisser les bras pour vous occuper de vos enfants, ce qui est tout à fait normal. Donc, vous regardez vraiment quand est-ce que vous pouvez travailler dans la semaine en fonction de votre travail, de votre famille et ainsi de suite. Et puis, vous restez crédible. Et par contre, vous vous y tenez. Vous mettez une sorte de petit post-it que tout le monde sache dans votre maison que, par exemple, le mardi de, je sais pas moi, de 10h à midi, vous travaillez, ou de 16h ou de 17h à 19h, vous travaillez sur votre CAP. Mais voilà, que ça soit vraiment quelque chose de régulier. 6 heures par semaine, c'est franchement, ça suffit. Si c'est régulier à partir du mois de septembre, octobre, c'est super. Là, franchement, voilà.
L'erreur également, hein, que l'on peut voir, c'est des candidats qui, à l'inverse, pensent qu'il faut travailler, 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 travailler beaucoup. Et quand je leur demande, mais combien de temps vous travaillez par semaine? Ils me disent, oh, je ne compte pas mes heures, je travaille peut-être 6 heures par jour. Par jour. Ben, en fait, non, c'est pas bon. 1 heure, 2 heures par jour, ça suffit. Je répète, il faut vraiment, vraiment que ça soit fluide et léger. Et on revoit le jour d'après ce qu'on a vu peut-être la veille. On revoit également dans 15 jours ce qu'on a vu justement il y a 15 jours. Et on revoit également dans 1 mois ou dans 2 mois ce que l'on a vu également il y a 1 mois ou 2 mois. En fait, il faut faire par 3 étapes. Hein, le lendemain, dans 15 jours, et puis après dans 1 mois ou dans 2 mois. Et ainsi de suite, voilà, pour que ça soit vraiment quelque chose de régulier. Donc c'est un problème d'organisation pour beaucoup, hein. Soit un problème de support, soit un problème d'organisation, soit trop, soit pas assez. Alors, vraiment quelque chose de fluide. Une autre erreur également que je vois dans ce manque de connaissances, c'est que la plupart des candidats, vous souhaitez apprendre par cœur. Non, on n'apprend pas par cœur. Il faut essayer de comprendre ce que l'on apprend. C'est ce qui vous sera demandé. D'ailleurs, si vous récitez du par cœur, pour être sûr que les membres du jury vont détourner du coup la question pour justement essayer de voir si ce que vous êtes en train de réciter par cœur, vous l'avez compris. Donc, on n'apprend pas par cœur, on détourne, on arrange sa petite phrase à sa façon. On essaie bien évidemment d'utiliser des mots, on va dire, professionnels. Exemple que je répète, que je répète en permanence. On ne dit pas un enfant est propre, on va dire un enfant maîtrise le contrôle des sphincters. Voilà, il faut mieux dire ça. Et là, franchement, vous aurez déjà, on va dire, un bon appui pour justement ne pas rater votre CAP. Ça, c'était le numéro 1. On a été un petit peu long, mais voilà, le numéro 1, c'est vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui peut justement faire que je ne puisse pas répondre aux questions du membre du jury. Voilà, donc on a vu un petit peu l'essentiel. Deuxième chose, c'est la mise en danger de l'enfant. Alors là, la mise en danger de l'enfant, on le voit très régulièrement. Cette mise en danger de l'enfant peut être éliminatoire. Je le dis, je le répète, si vous souhaitez rater votre examen, mettez en danger l'enfant, vous serez éliminé de suite. Même si vos fiches sont parfaites, même si vous avez répondu à toutes les questions avant, il suffit que vous disiez que vous faites tomber l'enfant du plan de change pour que toute votre note dégringole. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous aviez peut-être un 15 sur 20, un 18 sur 20, boum, l'enfant tombe du plan de change et vous acceptez que l'enfant tombe du plan de change et vous le relevez ainsi de suite, vous allez avoir une note éliminatoire, c'est-à-dire entre 3 et 6 sur 20. Donc on fait très attention à la mise en danger de l'enfant. Je le dis, je le répète, l'examinateur va forcément insister, mais vraiment insister. Il va vous poser la question peut-être 3 fois, 4 fois, 5 fois. On reste sur sa position. L'enfant ne peut pas tomber du plan de change. Si l'examinateur insiste, vous insistez. Il est hors de question que vous acceptiez que l'enfant tombe du plan de change. Moi, la première, en tant que parent, je ne vous confierai pas mes enfants si c'est le cas. Et peut-être essayez de réfléchir vous aussi, si vous êtes parent, est-ce que vous accepteriez qu'un professionnel accepte que votre enfant tombe du plan de change? Ce n'est pas possible. Donc, on fait bien attention à ça. Et les examinateurs, attention, ils sont pervers. Ils vont forcément insister et délibérément insister. Donc vous aussi, vous insistez, vous campez sur vos positions. J'insiste, vraiment, c'est très important parce que je l'ai vu encore cette année et encore cette année, pourtant c'est pas faute de le répéter, encore cette année, des candidats se sont fait avoir avec ça. Donc on fait très attention à la mise en danger de l'enfant. C'est également, attention, une mise en danger sur le plan psychologique. Également, on va proposer à l'enfant aussi des activités qui vont être, on va dire, adaptées à l'âge et aux capacités de l'enfant. C'est-à-dire que la mise en danger de l'enfant, elle n'est pas que uniquement physique, elle peut être tout autre. On fait très attention aux soins, à l'activité que l'on propose, que ce soit en EP1, mais que ce soit également en EP3. On fait très attention à tout ce que l'on va proposer. Il faut absolument que ça respecte la sécurité physique et affective de l'enfant. Sécurité affective, petite parenthèse, c'est vraiment ne pas mettre en danger l'enfant au niveau moral, au niveau psychologique, ne pas le stresser, ne pas lui proposer une activité qu'il ne pourra pas faire, qui va le mener vers l'échec, par exemple. Voilà, hein, d'accord, c'est ça.
ça, c'est vraiment la deuxième erreur que l'on voit très fréquent, la mise en danger de l'enfant. Ça peut être aussi, attention, utiliser un produit, d'après ce qu'on verra là samedi, utiliser un produit d'entretien ou un produit ménager qui n'est pas réglementaire, qui va justement mettre en danger l'enfant. Ça, on peut le voir dans les fiches directement, ça serait écrit dans les fiches, pourquoi pas, voilà, imaginons, on nettoie un plan de change avec de la javel, alors là, hop, mise en danger de l'enfant, c'est élimination directe de suite, c'est interdit. Il y a des choses qui sont interdites, donc on fait très attention également à ça, et on le voit régulièrement, donc ça, c'était la deuxième erreur si vous souhaitez éventuellement rater votre CAP. Troisième erreur, votre savoir-être. Alors, pour ceux qui ont fait, on va dire, les premiers ateliers avec moi, vous avez vu, je vous ai montré la grille d'évaluation et vous avez tout en bas de la grille d'évaluation EP1 et EP3 une partie sur le savoir-être. Ce savoir-être, c'est quoi? C'est votre attitude. C'est votre attitude, façon de regarder les examinateurs, de parler, votre attitude également, votre gestuelle également, mais c'est également votre façon d'être habillé. Voilà. Faites attention à ça. Ce qui va vraiment, on va dire, vous pénaliser, c'est déjà le maquillage, c'est les ongles. On voit beaucoup de jeunes filles avec des ongles longs. C'est la mode, je sais, mais attention, n'allez pas à un examen avec des ongles longs et n'allez pas non plus au travail avec des enfants avec des ongles longs. Faites attention également, on va dire, à votre propreté. On ne peut pas travailler avec des enfants si on est sale, c'est pas possible, sincèrement aussi. Donc voilà, déjà cette attitude, on va dire, physique, on fait attention. Et puis on a également une notion de caractère, le savoir-être. Il faut être bienveillant, ça se travaille. Il y a des candidats, ne serait-ce que de les avoir au téléphone, de suite on est au téléphone, on est un petit peu surpris de la tonalité qu'ils utilisent pour vous parler. Alors, il faut s'imaginer, des fois, on va dire, vis-à-vis des examinateurs, on garde son sang-froid. Les examinateurs, forcément, ils vont essayer de vous déstabiliser. Je ne vais pas dire à 100%, mais à 60-70%, ils vont essayer de vous déstabiliser. Forcément, ça va vous énerver. Forcément, ça va vous faire bouillir. On garde son sang-froid. C'est ce qu'ils essayent de tester, en fait. Pourquoi? Ils se mettent à la place des parents, ils se mettent à la place des enfants. Ils jouent, en fait, eux, un rôle. Le rôle des parents énervants, pointilleux. Alors, pas forcément, on va dire, qui dépasse son rôle, parce que les parents, ils sont exigeants, ils ont tout à fait raison. Donc, ils essayent de voir jusqu'où vous pouvez aller. Ils vont essayer de voir également l'enfant qui est un petit peu coléreux, un petit peu capricieux, ainsi de suite. Et voilà. Donc, en fait, il faut garder votre rôle. Et les candidats qui vont, au bout d'un certain moment, répondre sèchement, ça ne va pas plaire forcément à l'examinateur et vous allez perdre des points. Donc, on fait très, très attention à son savoir-être, ça se travaille. C'est une attitude qui se travaille. On essaie de garder le sourire, on essaie de penser positivement vis-à-vis des enfants et vis-à-vis également des professionnels et des parents qui nous entourent. Quatrième erreur, le non-respect du secret professionnel et de la discrétion professionnelle. Si vous souhaitez rater votre examen, foncez, il n'y a pas de souci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous avez mal fait un soin, si vous avez par exemple utilisé du liniment pour nettoyer le siège de l'enfant et que l'examinateur vous dit mais attention mademoiselle ou monsieur, le liniment ne nettoie pas, ah mais ce n'est pas ma faute, hein, c'est la crèche qui utilise du liniment pour nettoyer, ou c'est les parents, c'est la demande des parents, voilà, c'est-à-dire qu'on va repousser la faute ou repousser l'erreur professionnelle, non pas sur soi, mais sur une autre personne. Ça, c'est une rupture de la discrétion professionnelle, c'est-à-dire qu'on doit faire attention à ce qu'on écrit, à ce qu'on dit, et on doit, on va dire, accepter nos erreurs. On fait bien attention, donc bien évidemment, on va éviter de faire l'erreur sur nos fiches et surtout à l'oral. Mais si ça vous échappe, hop, on revient dessus, et surtout, on n'accuse personne. On n'accuse personne, c'est très important. Je prends un autre exemple, le plan de change, certaines crèches n'ont pas les moyens financiers d'avoir une sorte de petit tabouret pour que l'enfant puisse, ou de petit escalier, vous savez, pour que l'enfant puisse monter de lui-même sur le plan de change, et bien voilà, on va dire, oui, je suis obligée de le porter parce que la crèche n'a pas de petit tabouret, elle devrait peut-être éventuellement acheter un petit tabouret, ça permettrait aux professionnels de ne pas avoir de TMS. Ok, peut-être, certes, mais là, attention, vous êtes en train de pointer du doigt peut-être un défaut de la crèche, ce n'est pas du tout ce qu'on attend. Vous devez vraiment rester neutre, vous devez vous auto-critiquer à vous et ne surtout pas critiquer votre lieu de travail ou de stage ou les parents. Et ça, on le voit très, très, très régulièrement. Pareil aussi, attention, les examinateurs peuvent vous demander pour un enfant, tiens, il a peut-être des troubles un petit peu, où il avait acquis le contrôle des sphincters et tout d'un coup, il ne maîtrise plus le contrôle des sphincters.
ça vous a échappé lors de la conversation. Et donc là, les examinateurs vont vous dire qu'est-ce qui se passe, peut-être ce que les parents, voilà, est-ce que vous savez ce qui se passe dans sa vie personnelle. Et là, vous dites, ben oui, les parents sont peut-être en train de divorcer et ainsi de suite. Boum, la notion de secret professionnel est disparue. C'est-à-dire que les examinateurs ne vont pas, on va dire, vraiment vous faire de cadeaux. Dès qu'ils voient qu'il y a une petite faille pour vous faire justement rompre cette notion de secret professionnel ou de discrétion professionnelle, ils vont la prendre. Donc c'est à vous de bien faire attention. Et ça se travaille. On n'attend pas le mois de mars, on n'attend pas le mois d'avril, encore moins de mai, pour le travailler. C'est maintenant. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Désolée, mais c'est maintenant qu'il faut vraiment, vraiment en prendre conscience. Et c'est maintenant que ça se travaille. Pas de panique. Je sais que certains de mes candidats vont stresser, vont dire « Oh là 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 !» Non, on ne stresse pas. On n'est qu'en octobre, tranquille. Voilà, comme je vous dis, petit à petit, on va y arriver, vous allez y arriver, c'est une habitude à avoir. C'est vraiment une habitude, une question d'habitude. Et cette habitude, elle se prend maintenant, en début d'année. La dernière erreur que l'on voit, bien évidemment aussi, c'est les candidats qui arrivent sur les sujets notamment EP3 et sur des sujets EP2 sans s'être jamais entraînés. C'est-à-dire qu'ils découvrent le jour de l'examen un sujet EP2, un sujet EP3. Ils ne se sont jamais entraînés. Ce sont des candidats également qui arrivent en EP1 avec des fiches qui n'ont pas du tout été corrigées. Des fiches bourrées de fautes, des fiches qui ne sont pas conformes, des fiches où franchement il manque la moitié de ce que l'examinateur attend. Voilà. Donc, entraînez-vous. Là, c'est pareil. N'attendez pas le mois d'avril pour vous entraîner. Alors, c'est peut-être un petit peu tôt maintenant pour vous entraîner sur des sujets EP2, EP3. Mais moi, je vous conseille à partir du mois de janvier, vraiment janvier, c'est-à-dire dans 2 mois, il faut, ça y est, commencer à faire des sujets EP2, EP3, même si vous n'avez pas terminé vos cours et même si vous n'avez pas encore commencé vos cours EP2, EP3. Parce que vous allez justement faire des sujets avec, si possible, leur correction, et vous allez vous apercevoir justement de ce qu'on attend. Et plus vous allez en faire, forcément, plus ça sera facile pour vous et plus ça deviendra un automatisme. En fait, il faut que les choses deviennent un automatisme. C'est pour ça, je répète, qu'il faut s'y mettre maintenant. Donc voilà, donc ça c'était, je vais essayer de vous donner un petit peu les petites erreurs que l'on voit régulièrement lorsque les candidats me téléphonent en me disant qu'ils ont justement échoué à l'examen là cette année. C'est vraiment, quand je pose des questions, j'essaie de comprendre justement pour les aider. C'est vraiment tout le temps, plus ou moins, les mêmes erreurs. Alors bien évidemment, après, il peut y en avoir d'autres, ainsi de suite. Mais ça, c'est vraiment les 5 erreurs qui reviennent le plus régulièrement. Donc moi, je vous souhaite justement de réussir votre examen. Donc on s'y met dès maintenant. On n'attend pas le mois d'avril et de mai. Et bon courage, on ne panique pas, on se fait un planning de travail. Allez, je vous attends, moi, pourquoi pas, lors des ateliers, justement, le samedi de 10h à 11h. Mais attention, les places sont limitées, il n'y a plus beaucoup de places. À très bientôt!